qui nous présente la valorisation des milieux humides au cœur du projet de parc urbain. Merci. Donc, en effet, on est assez impliqué sur le projet du parc de Saint-Jacques-de-la-Lande, qui est le parc écologique, qui a été couronné par le Grand Prix des zones humides en milieu urbanisé, donc en 2012, qui était la première fois que ce prix était attribué, parce que je fais partie de l'équipe de maîtrise d'œuvre en tant que paysagiste, et c'est une maîtrise d'œuvre un peu particulière, puisque nous avons travaillé sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande depuis plus de 20 ans, et en particulier sur l'émergence du nouveau quartier. Donc cette longévité nous a permis de vraiment prendre le problème à l'amont. Je regarde l'heure. Prendre le problème à l'amont et justement donner les moyens de ce développement urbain dans la valorisation et la préservation des milieux humides. Je parle de valorisation aussi parce que, en fait, on a redéveloppé un certain nombre de milieux humides qui n'existaient pas au préalable. Et le projet de Saint-Jacques-de-la-Lande est un projet urbain extrêmement important. C'est une commune donc qui est au sud de Rennes. Vous la voyez ici. Donc c'est la commune où il y a l'aéroport de Rennes, l'aéroport Rennes-Saint-Jacques, et c'est une commune qui était totalement, on va dire, explosée, on peut le dire de cette façon-là, enfin en 3 pôles. Un pôle intra-rocade, un pôle qui était l'ancien bourg du côté de l'aéroport et un démarrage d'urbanisation sous forme de lotissement qui était totalement significatif de l'extension urbaine qu'il y avait autour de Rennes dans les années 90, qui était essentiellement du logement individuel. Et donc à l'époque, il y a eu une décision politique très forte, celle de Daniel Delaveau, qui ensuite, vous le savez sans doute, est devenu maire de Rennes, mais qui a été pour 2 mandats maire de Saint-Jacques-de-la-Lande. Donc Daniel Delaveau a décidé de faire un nouveau centre-ville pratiquement à l'épicentre de la commune et justement à l'endroit où on a aujourd'hui le nouveau quartier de la Morinay qui va se situer justement aux abords de cet affluent de la Vilaine. Vous voyez ici l'importance de la vallée de la Vilaine et puis le ruisseau du Blône qui a pour partie été enterré sous la rocade sud. Donc on a une commune qui est extrêmement fragmentée, on voit l'infrastructure de l'aéroport, on est dans un paysage bocager assez classique, sud-rennais, mais avec vraiment une perte d'identité, cette extension urbaine qui se fait, une très grosse zone d'activité, la zone industrielle, enfin même industrielle, la ZI des Coignets, qui se trouve ici dans la vallée de la Vilaine, et donc la route de Redon qui est une grande pénétrante, la grande pénétrante avec la route de Nantes, qui vient complètement cisailler la commune et cette urbanisation en tous sens. Donc voilà un petit peu le paysage avant l'intervention. Vous voyez en premier plan le lotissement qui était vraiment, je dirais, le mode d'urbanisation classique avec l'étalement urbain. Et vraiment la décision politique que je souligne ici qui a vraiment été à la clé de la préservation des zones humides avec la possibilité de créer un très grand parc, un parc qui aujourd'hui fait 40 hectares sur ces territoires bocagers, qui était en déprise agricole et avec une variété de paysages, une mosaïque qui était très intéressante et qui n'exclut pas le travail de l'homme. Je tiens vraiment à ce qu'on intègre l'homme à l'écosystème. On est vraiment en milieu pratiquement urbain, on peut dire périurbain ou urbain. Il faut absolument que les habitants des villes et de ces nouveaux quartiers puissent profiter de ces aménagements et qu'on tienne compte de leur impact, mais aussi qu'on les accueille. Donc voilà ce paysage de mosaïque bocagère. Et en quelques chiffres un petit peu, comment ça s'est passé. Donc on avait ces quartiers, le quartier intra-rocade et le quartier de l'aéroport, 6200 habitants. Donc la création de la ZAC, à l'époque c'était la ZAC de la Morinay qui est devenue le quartier. En 2003, un concours donc avec le quartier de la Morinay qui s'est fabriqué et je vais vous montrer justement comment dans la fabrication du quartier lui-même, très en amont, on a pris en compte des données
environnementales, des données sur les zones humides, non pas uniquement dans un cadre réglementaire, mais justement pour préparer l'avenir et pour anticiper de cet avenir de l'aménagement. D'où la question du long terme. Donc, finalement, plutôt sur la fin de l'exécution et avec le mandat du maire suivant, qui est Emmanuel Coué, un concours pour la création du parc, dont nous sommes lauréats, et donc la création du parc en 3 tranches de travaux avec un budget de 2,1 millions pour 40 hectares. Alors évidemment, ce n'était pas 40 hectares vierges, c'est 40 hectares de campagne bocagère. Donc toute la question, c'était comment on valorisait. L'intérêt, ça a été vraiment de prendre les choses en amont et nous avions une mission très tôt sur, à l'époque, le POS, puis donc le PLU, et avant même qu'il y ait donc la naissance du quartier, pour donner quelques règles, et nous avons fait partie de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour lancer le concours d'urbaniste qui a vu donc un confrère urbaniste, Jean-Pierre Prinlas-Descours, lauréat de ce concours, en fixant des règles sur la géographie et en posant le postulat que c'était le territoire qui était l'outil de fabrication du projet urbain. Ce n'est pas une démarche habituelle, et je pense que justement ça a permis de nous tenir dans le temps. C'était une règle extrêmement simple, plateau, coteau, vallée, et on ne fait pas les choses de la même façon selon la position dans laquelle on se trouve. Donc voilà, d'une certaine façon, plateau, coteau, vallée. Alors c'est un coteau très faible, mais il ne faut pas s'y tromper non plus. On a quand même une dénivelée. Quelques jeunes architectes s'en sont un peu mordus les doigts parce qu'ils n'avaient pas vu tout à fait qu'il y avait de la pente et que la terre était ronde. Et bien évidemment, dans ces études préliminaires et dans tout ce travail de fond qui a accompagné la création de ce nouveau quartier et la valorisation des milieux humides, les études de bassin versant, pour intégrer justement ces aménagements dans une dynamique beaucoup plus large. À l'époque, on ne parlait pas encore de trame verte et bleue. C'est un mot qui est un peu galvaudé, enfin une terminologie parfois un peu galvaudée, mais qui est intéressante dans la grande échelle. Pour l'anecdote, moi je suis paysagiste conseil de l'État pour la région Grand Est, auprès de l'Adréal Champagne-Ardenne, et c'est là où on voit vraiment l'intérêt justement dans des planifications de grands territoires, cette question des trames vertes et bleues. Et donc on a mis en place un schéma hydraulique qui concernait à la fois la collecte et la gestion des eaux pluviales, évidemment pour répondre à la loi sur l'eau, puisque c'est réglementaire, mais pour aller bien au-delà et pour lier le nouveau quartier dense, puisque c'était bien ça la question, et c'est d'ailleurs un des points sur lequel il y a eu un certain nombre d'attaques, c'est-à-dire la ville champignon dense au milieu de la campagne, et comment faire que cette ville à la fois alimente les zones humides et n'en soit pas non plus coupée d'un point de vue du paysage et des pratiques. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment que l'eau soit notre fil conducteur et alimente ensuite les zones humides. Donc on a tout un vocabulaire. Vous avez ici au centre, on voit ici le lotissement de la Chevrolet qui suivait les courbes de niveau. Et puis vous avez le nouveau centre-ville qui s'inscrit dans la trame bocagère. Il y a quelques fermes qui restent, en particulier la ferme du Haut-Bois qui accueille la volière Dromesco, pour ceux qui sont un peu intéressés par les questions culturelles. Donc c'est une commune qui est aussi très dynamique d'un point de vue culturel, il n'y a pas que d'un point de vue de la gestion environnementale. Et donc suivre ce fil de l'eau dans les nouvelles opérations en insistant auprès des promoteurs, auprès des architectes, et avec la présence de l'eau pas uniquement sur l'espace public. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un travail pour alimenter les zones humides que je vais vous montrer et qui part, je dirais, notre slogan quand on a présenté le dossier sur le Grand Prix des zones humides en milieu urbanisé, c'était de la gouttière à la rivière. Et c'est pas simple. C'est un travail de longue haleine. Alors, ça a commencé justement par donner à voir et à comprendre cette hydrologie, cette dynamique de l'eau, et avec une bataille, on peut le dire, avec le département,
à l'occasion du réaménagement de la route de Redon, qui traversait le ruisseau du Blône et pour lequel un petit passage pour les animaux était prévu, donc vraiment le passage à vache extrêmement petit, qui finalement s'est soldé par un pont bien plus dimensionné. Le ruisseau des Blônes est pour partie canalisé. On a un dallot qui va rejoindre la Vilaine au niveau de la Prévalais. Et donc, on a très peu d'eau. Mais l'idée, c'était justement de donner les conditions d'abord de récupération un jour du flux du Blône dans son lit, également de gérer ces inondations, mais aussi, par le passage du parc sous la départementale, de constituer un lien écologique, un lien de passage pour toutes les circulations douces. Écrire le nom de la rivière, hein, donc ça ce sont des aménagements que nous avons faits avec Jean-Pierre Prince-Descours, l'urbaniste. Écrire le nom de la rivière, c'est vraiment sensibiliser à sa présence, donc c'est aussi, on a parlé tout à l'heure de communication, c'est aussi le faire exister. Donc voilà, on voit ici la sous-face du pont qui passe donc sous la route de Redon, avec vraiment une écologie et on a mis en place en particulier à plusieurs endroits dans cette commune des concassés de schiste rouge, puisque c'est un matériau local, qui font des pièges à graines et qui vont spontanément, sans plantation de notre part et sans frais, je dirais, attirer et piéger des graines et permettre le développement de toute une végétation. Extrêmement en amont aussi, on a créé un bassin de décantation, puisqu'on allait avoir un certain nombre de travaux de construction de cette ville qui allaient être importants, des risques de fines de béton et de divers matériaux de construction qu'on ne voulait pas retrouver dans la rivière. Et de toute façon, ce bassin de décantation était nécessaire pour donc la gestion à venir de l'ensemble. Et donc, il a été entièrement créé de toutes pièces, il n'existait pas. C'est un immense bassin qui longe une haie de chêne multicentenaire, pardon, je vais revenir dessus, et qui permet de, justement, voilà, dans le parcours, de décanter l'eau avant de passer vers la roselière qui, elle, va finir par épurer les eaux. Ce bassin a été créé donc très très vite, ce qui fait qu'on avait une préfiguration du parc avant même que le parc existe. Et on est en relation avec la nappe phréatique et on avait tout de suite finalement l'idée d'un aménagement dans ce paysage de bocage qui était donc moins utilisé. Alors alimenter les zones humides avec également ce système urbain et l'alimenter en eau et l'alimenter en pratique. C'est passé donc par un projet qui s'est inscrit sur cette géographie, comme je vous disais tout à l'heure, avec des choix qui ne sont pas des choix décoratifs, mais vraiment des choix de valorisation du déjà là. Ici, vous avez le mail Léon Blum, qui a un profil totalement asymétrique, avec une collecte des eaux pluviales d'un côté, et puis un profil de voie plus classique et juste un petit passe-pied, qui fait que on exprime le fait qu'on est déjà sur le dévers du coteau, ce que nous on appelle la crête militaire, et qui introduit justement à la fois l'eau dans la ville, mais qui amène l'eau de la ville vers la zone humide et qui accompagne les promenades et crée des espaces extrêmement bien vécus, extrêmement intéressants. On a eu par exemple des changements de programme. L'école qui était à la fois primaire et maternelle a dû développer à un moment une double entrée qui n'avait pas été prévue initialement. Bien évidemment, elle était jouxtée par cet espace. L'entrée sur le mail Léon Blum était une évidence et a su accueillir justement les parents des enfants. Voilà, ça crée des parcours. Alimenter les zones humides aussi avec les eaux des surfaces minéralisées. On a un programme assez intéressant d'un centre commercial intégré avec des équipements, une médiathèque, des logements au-dessus, un jardin sur le toit du centre commercial. Et le parking du centre commercial est en interface avec le parc. Il me reste peu de temps, je me dépêche. Donc ce parking a vraiment été traité de façon particulière. Il faut juste se souvenir des dates de ces aménagements. On rend un appel d'offres des entreprises en 96, à l'époque où on ne parlait pas du tout de gestion alternative des eaux pluviales. Et donc ça a été vraiment pour nous un laboratoire d'expérimentation sur cette façon de gérer l'eau.
Il va falloir conclure. Oui, alors j'avance extrêmement vite. La voie digue dans les espaces publics. On va chercher l'eau dans les îlots privés. Vous voyez ici la nouvelle urbanisation et l'eau à l'intérieur. On a un vocabulaire extrêmement varié pour cette gestion de l'eau. On invente des formes, du vocabulaire. Et on arrive au parc, donc, où on va exploiter, créer, renouveler et arriver à une zone humide de 17 hectares. Voilà l'état du parc au moment où on crée ici en bas d'écran le bassin. Rien d'autre n'est fait. On a le Blône qui existe par sa ripisylve et déjà le centre-ville très, très, très actif. Et donc, voilà, on retrouve le bassin de décantation. On a fait, dans le cadre de la deuxième tranche de travaux, tout un travail de signalétique pour expliquer justement de façon un peu élégante, sans mettre des panneaux dans le paysage, mais quel avait été le travail qui était fait, puisque c'est quand même un travail où on a un certain effacement et on ne veut pas faire trop de signatures. La création de la roselière qui est totalement artificielle, l'éco-pâturage aux abords de ce nouveau quartier sur les rebords du bassin. Voilà la création le premier creusement de la roselière et qui devient le dernier endroit où les ados vont raconter leurs petites histoires et regarder ce qui se passe dans la nature. Ça les fait beaucoup rire. Voilà. Et l'ouverture d'un des tuyaux qui sortait du centre-ville et comment en 2 années on a une dynamique absolument extraordinaire, mais ça vous le savez tous, qu'on a une végétation extrêmement proliférante. Et un point important, c'est la valorisation de tout ce qui va être les petits ouvrages de gestion de l'eau, parce que changer le regard, c'est aussi faire accepter certaines choses aux habitants, forcer le respect, les bonnes pratiques, s'installer au milieu d'une roselière, mesurer la dynamique végétale. Et voilà.